Le soir, quand on est arrivé à l'aéroport de Sarajevo, pour moi, c'était incroyable. Incroyable. La ville est détruite, l'aéroport est détruit, tout. On a vu des enfants, des maisons, crucifiés avec un clou de scie dans la tête. Vous passez dans un village un jour, toutes les maisons sont là, vous repassez le lendemain, puis il y a juste les maisons des Croates ou juste les maisons des musulmanes qui ont été détruites, qui portent encore les signes de violence, ou ce qu'on voit, je veux dire, les taches de sang sur le sol. Ça ne peut pas faire autrement, je veux dire, que tourner au vinaigre, et puis que des gens, je veux dire, vont être désemparés, puis ils vont éventuellement, je veux dire, demander à se revenger. On a commencé avec une mission de maintien de la paix, puis on s'est ramassé avec le pire génocide du 20e siècle. Tout déploiement militaire implique qu'on va avoir nécessairement du stress. Dépendant de certaines missions, certaines sont plus risquées. Il est important de se rappeler que tout militaire peut être susceptible d'avoir du stress au combat. Les superviseurs ne sont pas à l'abri, tout au contraire. Les gens qui sont parfois coincés entre les ordres qui viennent d'en haut et la sécurité de leurs hommes, au contraire, ont des facteurs de stress additionnels. La routine de combat est toujours caractérisée par le stress. Les périodes intenses d'activité sont suivies de périodes plus ou moins longues d'attente et d'ennui. Peu importe le degré de préparation des troupes, la réalité du combat se vit seulement lorsqu'on y est vraiment. Les bruits, les odeurs, les cris, l'inconfort, la fatigue et la vue des blessés et des morts, non, rien ne peut arriver à simuler la réalité. Chaque militaire a un point de cassure qui varie selon la situation et selon les individus. Les risques de réaction au stress augmentent avec l'intensité, la durée et le type de conflit. Avec les dernières missions des Nations Unies, les casques bleus canadiens se sont retrouvés à plusieurs reprises dans des rôles auxquels ils n'avaient pas été préparés. L'inconnu est le facteur de stress le plus important. La préparation actuelle qu'ils ont faite était très condensée, puis n'était pas en fonction vraiment de qu'est-ce qui nous attendait sur le terrain. On a pratiqué des choses qui n'étaient pas applicables sur le terrain. Dans l'espace de 4-5 jours, il y a eu passation commandement, départ pour New York et commencé à m'immerser dans le dossier du Rwanda et du Ouganda. Donc, très peu de préparatifs. J'ai eu l'opportunité de revenir à la maison pour quelques jours pour un peu stabiliser la paperasse de maison, voir un peu la planification de l'année qui s'en venait, s'adapter un peu au fait que je serais parti, donc, pour les enfants, l'école, et ainsi de suite, avec mon épouse. Et puis, après ça, c'était le départ. Le fait d'avoir eu 60 jours de préparation, c'est peut-être, il y a un avantage et des désavantages. Vous ne gaspillez pas votre temps sur des affaires banales lorsque vous avez juste 60 jours, mais il y a certaines... c'est la vitesse de votre vie durant cette période-là, parce que il faut que vous savez que vous avez juste tant de jours et il faut que vous arrivez à telle date, et c'est la date fixe, l'avion va partir. Donc, on avait parti avec un certain stress, déjà, de combler nos besoins d'entraînement dans la fenêtre disponible. Les commandants de formation d'unités en déploiement auront peut-être des militaires qui se rajouteront à leur rang pour une mission spéciale. Ces militaires, communément appelés les augmentees, qui sont soit des réservistes ou des spécialistes de différents métiers, ont des facteurs de stress qui sont inhérents à leur métier, mais aussi dus au fait qu'ils doivent partir seuls ou en petits groupes et travailler avec une formation autre que leur unité d'appartenance. Lorsqu'on parle des augmentees, on parle de plusieurs petites catégories différentes. On parle finalement, de façon générale, de militaires provenant de différents métiers, mais surtout les spécialistes et aussi les réservistes, qui de façon générale partent en solitaire, soit seuls de leur unité ou en petits groupes, et qui habituellement reviennent soit en petits groupes séparés ou encore seuls. Bien souvent, leur départ et leur retour se fait dans l'anonymat. Ces augmentees, qu'on appelle, qui comprennent les observateurs des Nations Unies, les équipes médicales, les avocats, les autres spécialistes et les réservistes,
ont des stress très différents de par leur profession et leur métier, mais aussi des stress qui sont communs. Le côté réserve régulière ne m'avait pas affecté beaucoup parce que, d'abord, sur le premier tour, à Chypre que j'ai fait, on n'était pas beaucoup mixé avec la régulière au départ. C'est arrivé plus à Chypre, là, on était confronté avec des gars de la régulière. Bon, il y avait les préjugés, que, bon, les réservistes, c'est pas des vrais militaires, c'est des militaires à temps partiel, c'est des civils. Bon, ben, déjà là, en partant, on n'aime pas ça parce que on est là pour faire la même job qu'eux autres. Le personnel d'appoint part souvent seul ou en petit groupe et se retrouve minoritaire dans sa nouvelle unité. Ces militaires doivent rapidement former des équipes hybrides aussi efficaces que les autres déjà existantes. Ils reçoivent un entraînement différent de leur travail usuel et doivent souvent partir avec peu de temps de préavis. Suite aux événements du mois de mars, j'ai reçu chez moi à 9 h le matin, le samedi, un coup de téléphone me donnant tout un paquet d'instructions. Je veux dire, je suis sorti du lit, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé de prendre les instructions. Finalement, j'ai arrêté la personne, mon interlocuteur, pour lui demander, ça m'amène où, ça? Il dit, demain soir, à 6 h, tu dois être sur l'avion pour la Somalie. Il s'est passé quelque chose, on a eu un message, on ne sait pas trop quoi, mais tu dois représenter la défense parce qu'on envoie des enquêteurs. Alors, si on donne au suspect le droit de parler à un avocat, compte tenu des moyens de communication limités, tu devrais être sur place pour répondre. Évidemment, partir avec presque pas d'avis, c'est déjà stressant pour la personne et pour la famille. Partir sans savoir trop dans quoi on s'embarque, c'est aussi stressant parce que on n'a aucune idée qu'est-ce qui peut survenir. Mais une fois rendu sur le terrain aussi, il faut voir l'environnement. On n'est pas préparé à ça. Je pars ici, moi, du milieu au mois de mars, début avril, qui est encore fin de l'hiver, début printemps pour nous autres, pour arriver où il fait en moyenne 52 dans le jour. Je suis pas prêt à ça. De fait, avant même de partir, ils ont plusieurs facteurs de stress. Dépendant de leur spécialité, dépendant aussi avec quelle personne ou quel groupe qu'ils vont être. Ils se demandent en premier lieu, bien, avec quel groupe qu'ils vont être mis. Est-ce qu'ils vont être mis dans un groupe qui parle la même langue qu'eux, avec un groupe francophone, avec un groupe anglophone? Comment les autres membres vont les accueillir? Quelle réception qu'on va leur faire? Est-ce qu'ils vont être mis de côté parce qu'ils n'appartiennent pas vraiment au groupe? Du côté des spécialistes, soit avocats, soit observateurs des Nations Unies ou autres, leur famille aussi est isolée. Parce que c'est pas un régiment qui est parti, c'est pas une brigade qui est partie. Donc, il n'y a pas eu non plus tout l'arrière-garde qui a été préparé. Donc, bien des fois, les familles sont laissées pour compte. À qui que je vais me confier si je suis tout seul à être partie? Alors, c'est beaucoup de petits points auxquels on doit penser avant justement de demander aux augmentees de partir. Si on veut qu'ils partent sans aucun problème, il faut régler aussi le problème au niveau de leur famille. Mon mari est parti comme observateur. Il partait pas avec son unité, il partait seul. Donc, moi, là, le seul moyen que j'avais de pouvoir communiquer avec mon mari, c'était toujours de passer par Ottawa parce qu'il relevait d'Ottawa. Donc, si j'avais voulu avoir des détails concernant son déplacement, je ne pouvais plus m'adresser à son ancienne unité, qui était le Royal 22e en Allemagne à ce moment-là. Ils n'avaient pas, eux autres, de détails à me donner. C'est surtout ça qui était difficile. C'est pas l'endroit où je vivais, parce que j'étais bien entourée. J'avais des bons amis, puis c'est donc important de s'en servir de ces amis. Ils sont là, puis ils te le proposent, puis ils acceptent donc quand ils te le demandent. T'as-tu besoin d'aide? Contrairement aux brigades dont les militaires partent et reviennent ensemble, le personnel d'appoint part seul ou en petits groupes. Parfois, leur retour peut passer inaperçu et ces militaires peuvent se sentir abandonnés ou trahis par le système. Le retour à leur travail routinier dans leur unité d'appartenance peut parfois être difficile. Parce qu'ils sont seuls de leur groupe à être partis, peu sont au courant de ce qu'ils ont vécu durant leur mission. Beaucoup de gens, à tort, et parfois même les professionnels de la relation d'aide, croient qu'ils sont invulnérables. Parce qu'ils ont les connaissances théoriques qui ne peuvent être justement affectées par ce qu'ils connaissent. Au contraire, ces gens-là, les prêtres, les médecins et parfois les travailleurs sociaux qui sont déployés avec les troupes, ils sont là pour écouter les problèmes des autres. Ils sont à leur disponibilité.
Et jour après jour, écouter les problèmes et les misères de tout le monde. Et parfois, si c'était impuissant à savoir qu'on peut donner de l'aide et qu'on ne peut pas, peut générer chez le professionnel justement du stress cumulatif. Je ne peux pas parler de la Bosnie à la maison, c'est un sujet tabou parce que pour eux, c'est quelque chose qui m'éloigne d'eux. C'est une expérience que j'ai vécue seule, qui m'a marqué énormément, qui m'a changé, et puis pour lesquels eux, tout ce qu'ils ont pour cette expérience-là, c'est de l'appréhension. Après 2 mois, c'est là que j'ai commencé à éprouver des problèmes. Problèmes de cauchemars. Alors là, ça fait plusieurs semaines là, que j'ai ces mêmes cauchemars. C'est tout ou une grande partie des morts. Je suis couché, je me vois couché dans mon lit, je suis couché, puis les morts passent à côté de moi. Eux aussi sont dans leur civière ou sur une table ou dans... Et puis ils passent, ils sont là qui passent à côté de moi. Des fois, il y a une sérénité, des fois, je les sens heureux, mais il y a d'autres fois, il y a comme une agressivité ou une tristesse dans leur visage. Les miliciens forment aussi un groupe particulier. Certains sont des civils qui ont signé un contrat temporaire, alors que d'autres travaillent occasionnellement dans leur unité de milice. Ils sont souvent jeunes et célibataires, et leurs proches ou leurs familles peuvent se sentir peu reliés aux bases de soutien. Durant leur tour, les miliciens ont vécu intensément avec une unité de la régulière pendant 6 mois, et ils se sont identifiés à cette unité. À leur retour, ils doivent alors quitter tout cela pour retourner à leurs unités, à leur région, ou parfois même retourner à la vie civile, aux études ou au chômage. Tant les commandants de formation d'unités en déploiement que les commandants des unités d'appartenance doivent être sensibilisés aux facteurs de stress vécus par ce groupe de militaires et être capables d'appliquer les mesures préventives et correctrices appropriées. Parce que peu importe la profession, le grade de la personne, tous sont vulnérables au stress. Tous ont leurs limites. Alors, peu importe qu'on soit observateur des Nations Unies, équipe médicale, prêtre, travailleur social, réserviste, tous ces militaires ont besoin d'avoir les mêmes ressources et les mêmes briefings qui sont offerts aux autres groupes. Et aussi, il est important de ne pas oublier leur famille. Les superviseurs avant le déploiement, c'est la partie peut-être la plus critique. Comment sélectionner les gens pour les envoyer pour des missions spéciales? Présentement, notre mode de sélection est un petit peu déficient. On n'inclut pas ces 2 facteurs. Le superviseur doit être attentif à comment était son homme avant de partir. Quel était son équilibre psychologique global? Est-ce qu'il revenait d'une autre mission? Le laps de temps qui s'est écoulé entre cette mission-ci et son autre mission. Est-ce qu'il a subi des problèmes là-bas? Alors ça, c'est le point fondamental. Quel est son seuil de tolérance présentement? Est-il loin de son seuil de tolérance ou est-ce qu'il en est trop près? Si j'avais des problèmes avant de partir en Yougoslavie, je ne sais pas si le mariage était capable de rester ensemble, spécialement avec le stress nous autres a eu là-bas. J'étais pas capable de faire le job là-bas, penser de mariage chez nous, puis retourner chez nous, puis avoir ces problèmes. C'était trop. Avant le départ, voici les facteurs de stress qui ont été identifiés. Un manque de confiance dans leur chef, dans les nouveaux arrivés dans l'unité, dans l'équipement considéré comme désuet ou mal adapté à la situation, dans l'entraînement perçu comme insuffisant, mal adapté ou fait à la dernière minute. D'autres facteurs de stress sont à considérer. L'absence de soutien de la population, les barrières culturelles, l'incompréhension de la raison d'être de leur mission, le manque d'informations, les rumeurs et la couverture par les médias. Je me souviens d'une anecdote que New York Times Magazine est venu nous rendre visite, puis Poré me l'a présenté, puis il me dit « Je te présente New York Times Magazine », puis lui, le monsieur, il me serre la main, puis là, je suis en train d'enterrer une madame, on a été la chercher, puis je l'ai mis dans un sac à vidange, un en haut, un en bas, puis lui, il commence à me blaster, puis
J'ai dit au poirier Daniel Paquin, j'ai dit, lui, il sort là, puis je vais te le sortir je vais te le sortir. On a perdu 2 hommes, 2 militaires, et on doit continuer avec la tâche. Même 7 jours, on a continué avec nos tâches. Et la chose plus difficile pour ça, c'était pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi est-ce que ces 2 hommes morts à cause des autres? C'est difficile à rationaliser dans la tête. C'est très difficile. On a perdu 2 amis, 2 hommes de militaires qui travaillent dur, juste parce que les groupes là-bas ne veulent pas parler ou ils veulent tuer eux autres. La situation tactique peut aussi être une source de stress. L'impression de supériorité de l'ennemi. L'environnement climatique extrême. La perte de membres de l'unité ou de chefs appréciés. Le sentiment d'impuissance face à la situation. Les menaces et dangers invisibles. Tous ces éléments additionnés aux autres créent un effet cumulatif. Lorsqu'un incident survient, ou lorsqu'une série d'incidents sont survenus, ou tout simplement lorsqu'un superviseur veut évaluer son homme, à ce moment-là, il y a plusieurs facteurs qui doivent tenir compte. La réaction de stress peut être modulée par beaucoup de choses. Première des choses, quelle est la responsabilité que la personne a eue dans l'incident? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes impliquées avec elle? Est-ce qu'il y a eu des morts? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Est-ce que la personne impliquée dans l'incident était près des gens qui sont morts? Près physiquement, du lieu physique, mais aussi près émotivement. Est-ce que c'est son meilleur camarade qui est décédé? En même temps aussi, il faut regarder, est-ce que c'est le premier incident que la personne a eu, ou tout simplement c'est le 4e ou le 5e incident que la personne subit en l'espace d'une semaine. L'accumulation d'incidents peut faire en sorte que la réaction qu'on va obtenir peut être tout simplement comme non proportionnelle. Nous avons eu une mortalité lors d'une séance d'entraînement de tir de guérissement. Et puis le capitaine-chef Martin Bureau a été frappé à la gorge et il est mort. Lors de cet incident qui a eu lieu dans la noirceur totale de nuit, on a vu vraiment l'impact, pour la première fois, vraiment quel pourrait être l'impact d'un incident critique en ex-Yougoslavie. Parce que jusqu'à ce moment-là, on avait discuté de façon hypothétique qu'est-ce qui peut arriver, la façon que nous allons réagir face à une telle situation, etc., etc. Donc là, on a fait face à une telle situation où on avait impliqué les plus proches parentés, les aumôniers, tous ceux qui étaient autour du capitaine-chef Bureau lorsqu'il s'est fait blessé mortellement, ceux qui étaient touchés par l'incident. Avant le déploiement, assurez-vous que l'entraînement soit le plus réaliste possible. Que les affaires personnelles de vos militaires soient en ordre. Qu'ils aient reçu des séances d'information sur la mission et le stress opérationnel. D'inviter leurs familles à participer aux activités sociales de l'unité. De nommer des parrains pour s'occuper des besoins des familles du personnel d'appoint. De superviser l'intégration des nouveaux arrivés. Que vos superviseurs soient familiers avec la gestion du stress. Que des équipes de gestion du stress fassent partie de votre unité. Quand on part, ça prend toujours quelqu'un pour qui où on doit s'accoter ou quelqu'un qu'on peut appeler là, quand vraiment là, le vase déborde. C'est pas toujours évident. Je pense que je donnerais comme exemple, moi avant de partir, j'ai pas signé un pacte, mais j'ai fait un pacte avec mes amis. Je leur ai dit, en arrivant là-bas, je vais écrire à tout le monde une fois. Et puis, aussitôt je vais recevoir une lettre, la même journée, je vais toujours répondre. Fait que dans les 30 premiers jours, j'écris 3 lettres par jour environ. Beaucoup à ma famille, à mes frères, à tout le monde, mes neveux, j'écrivais à tout le monde. Ceux qui ne pouvaient pas écrire me renvoyaient des dessins. C'est ce qui a fait que tout au cours de mes 6 mois, je pense que j'ai jamais passé plus que 3 jours sans recevoir de courrier. D'abord, j'essayais d'être le moins souvent seul dans ma chambre le moins longtemps possible. Je voyais dans l'action la façon de combattre mon stress. C'était ma nature, j'étais un homme d'action.
Et puis à ce moment-là, c'était probablement la façon que j'avais de combattre le stress, d'être avec les autres, d'en parler. Faut que j'avoue aussi que j'ai surpris beaucoup de gens. Je suis un individu qui est supposé d'être un fantassin, un parachutiste, un soldat, un vrai soldat, mais ça ne me gênait pas du tout de pleurer. Le fait d'en parler permet, le fait de normaliser, normaliser tes émotions, que j'ai appris au cours de Stress au combat, a fait en sorte que j'ai pu m'en sortir très bien. Une fois sur place, assurez-vous que votre personnel dispose des meilleures conditions de vie possibles. Portez une attention toute particulière aux premières 48 heures d'une mission. Soyez près de vos hommes. Favorisez le travail d'équipe. Voyez à ce que les rotations des tâches soient fréquentes, surtout en situation critique. Soyez aussi clair que possible sur les objectifs de votre mission. Faites circuler l'information à tous les niveaux. Permettez à vos hommes de parler ouvertement à une personne en qui ils ont confiance. Plus vous connaîtrez vos hommes, plus vous serez en mesure de détecter les symptômes du stress opérationnel. Les réactions de stress au combat sont temporaires. Lorsqu'on donne les bons soins, des soins simples, au bon moment donné, la majorité des gens vont récupérer à l'intérieur de 72 heures. De fait, 70% des gens vont répondre à l'intérieur de 72 heures. Dès qu'un militaire démontre des signes de stress, il doit demeurer dans son unité. Il faut évaluer si le militaire peut continuer à remplir ses fonctions. On doit d'abord le rassurer sur la normalité de ses réactions, lui donner des rations chaudes, des vêtements propres et secs, du repos, des activités, des tâches simples. Ne laissez pas les victimes de stress devenir dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres. La décision de transférer un militaire à un centre de soins ou de le rapatrier doit être considérée seulement si sa condition ne s'améliore pas après 3 jours. J'ai rencontré presque tous les niveaux. J'ai un lieutenant-colonel que j'ai été obligé d'un pays développé, qu'il a fallu que j'évacue. Il était devenu dangereux dans les décisions qu'il prenait. J'ai eu des soldats qui refusaient de retourner en opération. J'ai eu des officiers d'état-major comme les officiers de commandement qui avaient peur. Cette crainte-là leur empêchait de prendre des décisions objectives et d'inspirer ceux qui étaient sous eux d'opérer. Dans la majorité des cas où on voyait que c'était pas seulement un volet de fatigue, mais c'était vraiment, c'était dans les tripes, on les enlevait. Avant votre retour au pays, faites organiser par des professionnels de la relation d'aide des séances d'information pour préparer vos troupes à leur réintégration dans leur famille et dans la société. Après votre retour au pays, il sera important d'assurer un bon suivi de tous vos membres, en particulier aux membres des équipes de débriefage, vos médecins, vos prêtres. Et surtout, ne vous oubliez pas. Il faut que ça se sache que nos gens souffrent de voir autant de misère humaine. Ils trouvent une très grande incompréhension face à ce qui se passe là. Puis ils ont tellement le désir d'aider, mais souvent à cause de l'impuissance des moyens, puis à cause des différentes factions ou interventions de factions ou des ordres, eux sont brimés dans leur désir d'aider. Et puis ça, c'est difficile. En conclusion, les choses les plus importantes que les superviseurs doivent savoir est que 1. Personne n'est à l'abri. La deuxième chose qu'ils doivent connaître, apprendre quelles sont leurs limites et essayer de détecter les limites chez leurs hommes. Donc, à bien les connaître, être proche de leurs hommes. Et troisièmement, c'est que tout le monde, avant d'être militaire, on est avant tout des êtres humains, donc des gens avec des émotions, des sentiments, et que fort heureusement, les plus grands militaires sont aussi des êtres humains. Les dernières missions des Nations Unies ont mis en évidence qu'il existe différents types de stress. Un entraînement réaliste, un dépistage précoce et la prise en charge par les membres de l'unité, alliés à un bon leadership,
une compréhension du stress ainsi qu'un bon suivi après le retour au pays sont les moyens clés pour accomplir une mission avec le moins de dommages possible. Comme leader, vous devez être familier avec ces mesures et voir à leur application. Souvenez-vous que tout être humain a ses limites, mais qu'avec de l'aide et des mesures appropriées, les militaires peuvent sortir grandis des missions de plus en plus difficiles et complexes qu'on leur confie.